Le cercle Léon Trotsky a ce soir un caractère particulier, car l'exposé sera illustré par les interventions de 3 camarades qui ont vécu mai 68 en tant que militants dans l'entreprise. À ma gauche, notre camarade Paul Palacio, qui était alors ouvrier spécialisé chez Renault à Billancourt. Tout à fait à gauche, Jean-Louis Gaillard, qui était ouvrier chez Roussel-Uclaf à Romainville. À son côté, Georges Varscava, ouvrier professionnel à Peugeot à Sochaux-Montbéliard. Et moi-même, Danielle Richer, aide chimiste chez Rhône-Poulenc à Vitry-sur-Seine. Alors, du coup, en raison des problèmes de transport liés à la grève, et pour terminer la réunion à l'heure habituelle, il n'y aura pas de débat à la fin et nous allons raccourcir un peu l'entracte. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à mon camarade Pierre Delage. « 50 ans nous séparent de l'explosion sociale de juin 1968, soit autant d'années que ce qui séparait celle-ci de la révolution russe et de la prise du pouvoir par la classe ouvrière. Mais contrairement à la révolution bolchevique d'octobre 1917, qui avait ébranlé la domination de la bourgeoisie à l'échelle de la planète pour toute une période historique, la plus grande grève générale qu'ait connue ce pays n'a pas transformé en profondeur la société. Cela, seules des révolutions sociales en ont la force. Au lendemain de la dissolution du groupe Voix ouvrière en juin 1968, le premier numéro du journal Lutte ouvrière adopta comme sous-titre « Pour que mai 68 féconde et régénère le mouvement ouvrier ». Force fut de constater, au fil des mois et des années, qu'il n'en avait rien été. Malgré son caractère explosif, la longueur de la grève et le nombre de travailleurs qui y participèrent, de l'ordre de 10 millions, soit 3 fois plus qu'en juin 1936, le rapport de force entre les classes ne s'en trouva ni fondamentalement, ni durablement modifié. Depuis des années, il est pourtant de bon ton chez nombre d'intellectuels, journalistes et politiciens de droite comme de gauche, qui, pour les plus anciens, brandissaient jadis le petit livre rouge ou jetaient des pavés au quartier latin, de cracher sur ce que fut mai 68, ou encore l'esprit de mai 68, puisqu'ils croient visiblement aux esprits. Une façon détournée, mais aussi de plus en plus assumée, de dire leur haine pour l'idée même de toute contestation de l'ordre social et, a fortiori, d'une révolution. Le philosophe et sociologue Jean-Pierre Le Goff, qui se pose en spécialiste, peut-être en raison de sa brève appartenance à un groupe maoïste, ne manque pas une occasion dans les médias de dénoncer ce qu'il appelle le gauchisme post-68ard abattardi, qui aurait, selon lui, livré l'école au pédagogisme et indifférencié sexe et race au nom de la bien-pensance. Il n'est pas loin d'un Éric Zemmour qui considère que mai 68 a, je cite, « détruit la France et n'a été que l'irruption d'un individualisme arrogant et nihiliste ». En 2007, Sarkozy avait déjà fait de sa volonté de tourner la page de mai 68 et de liquider une bonne fois pour toutes son supposé héritage, l'un des axes de sa campagne électorale. Il pourfendait ce qu'il appelait le relativisme intellectuel et moral, au nom duquel il n'y aurait plus, et il est interdit de rire, aucune différence entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, entre le beau et le laid. Il expliqua que 68 avait préparé, je le cite toujours, le terrain au capitalisme sans scrupules et sans éthique des parachutes en or, des retraites chapeaux et des patrons voyous.
Tout comme le triomphe du prédateur sur l'entrepreneur, du spéculateur sur le travailleur. Il fallait oser, mais c'est peut-être à ça qu'on reconnaît aussi ces gens-là. Plus récemment, on a vu les opposants aux droits des homosexuels défiler en avançant que mai 68 représente la négation du père, et il ne parlait pas de De Gaulle, et même l'abolition d'une civilisation. « Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi », disait un slogan sur les murs de 68. Il semble qu'il soit encore bien présent. Eh bien, nous devons avoir la même rage, la même détermination, la même constance que ces porte-paroles de la réaction à défendre notre classe, à combattre la société capitaliste, la bourgeoisie comme ses serviteurs politiques. De ce point de vue, le soulèvement d'une fraction de la jeunesse et de la classe ouvrière au printemps 1968, l'espoir qu'il fit naître alors, doivent nous inspirer. Mais continuer à faire vivre les idées communistes révolutionnaires suppose aussi de tirer les enseignements des échecs, des insuffisances, des limites de tel ou tel combat. Cela exige le refus de la démagogie, du bluff, et ne pas prendre ses désirs pour des réalités, comme ce fut trop souvent le cas d'une partie de l'extrême gauche en mai-juin 1968, comme dans la période qui suivit. Alors que représente du point de vue des travailleurs ce mouvement dont l'écho se fit sentir durant plusieurs années? Quelles leçons peut-on tirer aujourd'hui de ces événements? C'est à ces deux aspects que l'exposé de ce soir est avant tout consacré. Le 31 décembre 1967, le général de Gaulle, aux commandes de l'État depuis près de 10 ans, présentait ses vœux télévisés. À la question « Que sera 68 ?», il répondait lui-même que c'était vraiment avec confiance et sérénité qu'il envisageait l'année qui s'ouvrait, réaffirmant la force des institutions de la Ve République, qu'il avait taillées aux dimensions de son uniforme, et de l'idée plutôt surdimensionnée qu'il se faisait de son propre rôle, il assénait, je le cite, « On ne voit donc pas comment on pourrait être paralysé par des crises. » Tout au plus concédait-il que tous les intérêts, toutes les tendances, tous les désirs ne seraient pas comblés et que griefs, regrets et critiques auraient encore à s'alimenter. Il ne croyait pas si bien dire. Mais De Gaulle ne fut pas le seul à être surpris par la révolte de la jeunesse et par la vague de grève qui l'a suivie. On connaît le fameux éditorial du journal Le Monde du 15 mars 1968, « La France s'ennuie », qui traçait le tableau d'une France caractérisée par l'anesthésie, à l'inverse d'un monde traversé alors par de grandes convulsions, et plus particulièrement par la mobilisation des jeunes générations. Le démenti n'allait pas tarder à être donné par cette même jeunesse dont la révolte allait entraîner dans son sillage la plus grande grève ouvrière qu'ait connue la France. Contrairement à ce qu'affirment les laudateurs du capitalisme, les 20 années de reconstruction et d'essor de l'économie après-guerre n'avaient rien eu de glorieuse. Plusieurs mouvements de fond concouraient à préparer les matériaux qui ne manqueraient pas de s'enflammer à la première étincelle. Pour la classe ouvrière, dont les effectifs avaient fortement augmenté pour compter autour de 8 millions de membres, soit un salarié sur deux, ces années furent marquées par le recours accru à une main-d'œuvre peu qualifiée et surexploitée. Dans l'industrie, où s'imposait le travail à la chaîne, les OS et les manœuvres, soumis à des cadences de plus en plus infernales, constituaient plus de la moitié des ouvriers. De 1962 à 1969, la production crut ainsi de 60% dans l'automobile, alors que les effectifs n'augmentèrent que de 24%. Dans certains secteurs, seuls les jeunes pouvaient tenir. Dans l'électronique, en raison de leur acuité visuelle, comme dans l'automobile, où aucun OS n'était recruté après 35 ans. Beaucoup quittaient la chaîne après quelques jours, voire quelques heures, en espérant trouver mieux ailleurs. Chaque année, 2000 travailleurs laissaient leur peau dans des accidents du travail. Les immigrés effectuaient souvent les tâches les plus éprouvantes et répétitives, en butte au racisme des chefs. Les travailleuses subissaient pour leur part la persistance de mœurs patriarcales,
faite de harcèlement, de brimades et de droits de cuissage, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. La durée hebdomadaire effective du travail dans l'industrie dépassait 45 heures, ce qui plaçait la France au dernier rang de la Communauté économique européenne, loin des 40 heures arrachées par la grève de 1936. Dans le bâtiment et les travaux publics, les mines et même chez Renault, elle s'élevait à plus de 48 heures. Et si le maximum avait été fixé en 1966 à 54 heures, des dérogations permanentes ou temporaires rendaient cette limite virtuelle. La pénibilité était en outre accentuée par la forte proportion des salaires à la cadence, dépendant du rendement. Dans la métallurgie, un tiers des ouvriers entre 55 et 64 ans y étaient encore soumis. Pour mieux diviser et opposer les travailleurs, le patronat avait multiplié les catégories, y compris parmi les OS et les manœuvres. Par ailleurs, les salariés horaires restaient payés à l'heure, tandis que les autres, les mensuels, l'étaient au mois. Quant aux salaires, qui augmentaient chaque année de 5 à 6% en moyenne jusque-là, ils commençaient à stagner avec une hausse de 2% en 1967 et demeuraient parmi les plus bas d'Europe, d'autant que l'inflation en rognait l'essentiel. Les salariés au SMIG, l'ancêtre du SMIC, dont le montant variait d'une région à l'autre, étaient les plus pénalisés. Quant aux travailleurs agricoles, ils n'avaient même pas ce minimum. Au total, plus de 5 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté et 2 millions de salariés gagnaient moins de 500 francs par mois, l'équivalent de 750 € actuels. Le milieu des années 60 fut enfin marqué par le retour du chômage. Avec 350 000 chômeurs recensés à la fin 1967, cela paraît bien modeste aujourd'hui. Mais les suppressions d'emplois et les fermetures tombaient en cascade, accélérant avec l'appui de l'État, qui avait défini des zones critiques et des zones spéciales de conversion, la concentration industrielle et l'essor de quelques bassins d'emploi. Après les attaques contre les mineurs qui avaient provoqué la grève à Decazeville, de décembre 1961 à février 1962, ce fut au tour de la sidérurgie lorraine, des mines de fer, de subir les coups. À Longwy, fin 1967, les moins de 25 ans représentaient 50% des demandeurs d'emploi, contre 25% 2 ans auparavant. Au plan national, 100 000 emplois avaient été supprimés entre 1962 et 1968 dans le textile, 45 000 dans la sidérurgie, 85 000 dans les charbonnages. En 1967, le Premier ministre Georges Pompidou fit cet aveu: « À partir de maintenant, nous pouvons considérer l'emploi comme un problème permanent. » De ce tournant vers la précarité, les travailleurs prenaient conscience. Une enquête montre qu'au printemps 1968, 75% craignaient de perdre leur emploi. Pompidou, se confiant à un dirigeant du patronat, aurait même dit « Si un jour on atteint les 500 000 chômeurs, ce sera la révolution. » Cette autre prévision ne s'est pas réalisée. Mais pour désamorcer la situation et rendre davantage flexible le marché du travail, l'ANPE venait d'être créée. À cette dégradation s'ajouta à l'été 1967 l'adoption par le gouvernement d'ordonnances sur la sécurité sociale. Celle-ci prévoyait, entre autres, une augmentation d'1 demi-point des cotisations salariées. Motif d'inquiétude pour les bureaucraties syndicales, et plus particulièrement pour la CGT, elles instauraient à leurs dépens une nouvelle façon de nommer les administrateurs des caisses. Face à ces attaques, les dirigeants syndicaux, CGT en tête, faisaient pour le moins preuve, à l'instar des principaux partis de gauche, de passivité. Grâce à son crédit et au plein pouvoir qu'il s'était octroyé à la faveur du coup de force des militaires à Alger le 13 mai 1958, De Gaulle avait permis à la bourgeoisie de sortir du bourbier et du coup que représentait pour elle la sale guerre en Algérie. Il l'avait par ailleurs doté d'un régime politique stable et surtout moins dépendant des mouvements d'humeur des électeurs, grâce au recours au plébiscite et à l'adoption de mesures par-dessus l'Assemblée nationale. Mais durant des années, De Gaulle n'avait pu compter entièrement ni sur l'armée, ni sur la police, ni sur un appareil d'État gangrené par les partisans de l'Algérie française et de l'OAS. En prétendant qu'il n'y avait aucune chance de faire véritablement reculer De Gaulle, que le PC avait qualifié en 1958 de général fasciste, les appareils syndicaux lui apportèrent en fait un appui précieux.
Ils expliquèrent qu'il fallait se cantonner à des grèves limitées, bouchons, perlées. La grève rectangle n'avait pas encore été inventée par les syndicats de la SNCF. À des journées d'action survenant d'une année sur l'autre, presque à date fixe, ou restreintes à telle ou telle région. C'était leurrer et désarmer les travailleurs. L'autre volet de cette politique fut de promouvoir l'unité de la gauche et sa victoire électorale comme seule perspective. Le Parti communiste, fort de ses 350 000 membres, de ses milliers de cellules d'entreprise et de ses relations privilégiées avec la CGT, qui servait de courroie de transmission à sa politique, en fut le fer de lance. Dès 1963, lors de son 34e congrès, la CGT avait emboîté le pas de Maurice Thorez, alors secrétaire général du Parti communiste, qui avait lancé un appel aux socialistes et aux démocrates en affirmant la volonté, je cite, de la CGT de participer au rapprochement nécessaire et à l'élaboration d'un programme commun. À la présidentielle de 1965, la CGT et le PC firent bloc derrière François Mitterrand, malgré son passé de défenseur de l'Algérie française. En janvier 1966, un accord d'unité d'action avec la CFDT compléta cette stratégie. Une note des renseignements généraux de 1967 la résume parfaitement. Je la cite. « La CGT et le Parti communiste visent à rester les plus ardents défenseurs de la classe ouvrière, mais sans aller jusqu'à provoquer de sérieux désordres sociaux qui préviendraient une partie de l'opinion publique contre un éventuel gouvernement de gauche. » En parallèle, une lutte systématique était menée contre l'extrême gauche dans les entreprises par leurs militants, qui n'hésitaient pas à user de leurs poings et de méthodes de gangsters. Malgré tout, ces années furent ponctuées par une série de conflits à travers lesquels perçait le mécontentement croissant de larges couches de la classe ouvrière. En se plaçant à leur tête, les bureaucraties syndicales adressaient un double message. En direction des travailleurs, tout d'abord, pour conserver leur crédit, en direction de la bourgeoisie, ensuite, en faisant la preuve qu'elles étaient des interlocuteurs incontournables, à même d'encadrer, de canaliser et d'émietter leur combat. Parmi ces grèves, celle de la Rhodia-Seta fut la plus retentissante. Sur le site de Besançon, tout d'abord, en février-mars 1967, lorsque la direction annonça aux 3000 salariés qu'elle retrancherait de leurs congés les jours de chômage technique. Les travailleurs ne voulaient plus subir le bruit, l'humidité, la chaleur et le régime de caserne du directeur du personnel, un ancien colonel. « On est des hommes, pas des robots », leur slogan marqua. La grève s'était ensuite étendue sur le site de Lyon-Vèze et ses 8000 salariés, jeunes dans leur majorité, où elle reprit en décembre. Survenant après l'annonce de la réduction du temps de travail de 44 à 40 heures par semaine, mais aussi des salaires, celle de 2000 licenciements avait mis le feu aux poudres. Fortement soutenus par la population, les grévistes s'affrontèrent à plusieurs reprises avec la police et donnèrent à leur combat un aspect dynamique qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. À la frayeur d'ailleurs des organisations syndicales qui ne manquèrent pas de les mettre en garde, sur un air connu, contre les actions irréfléchies risquant de faire le jeu du patronat. On pourrait aussi citer, toujours en 1967, la grève pour les salaires des mensuels au chantier naval de Saint-Nazaire, qui dura plus de 2 mois, puis celle des 3000 travailleurs de l'usine de poids lourds Saviem de Caen, en janvier 1968, une usine où la moyenne d'âge était de 26 ans, et où des étudiants se joignirent au cortège, ne ménageant pas les CRS venus les faire rentrer dans le rang. Les lock-outs pratiqués en réponse par le patronat avaient, à chaque fois, rempli les rues. À cette colère montante s'ajoutait celle de la petite paysannerie, en particulier dans l'Ouest et le Midi viticole. Des manifestations réunissant à la fois des travailleurs, des étudiants et des paysans se multiplièrent toute l'année 1967, notamment à Redon, Quimper et Le Mans. Aux Antilles, c'est l'oppression coloniale qui était rejetée. À la suite d'une agression raciste, la population s'était soulevée de mars à mai à Basse-Terre, puis à Pointe-à-Pitre. Ce mai 67 avait été réprimé dans le sang de dizaines de morts et de centaines de blessés. Dans toute cette période, la jeunesse était le plus souvent aux avant-postes.
Car contrairement à ce qu'écrivit Viançon-Pontet dans l'éditorial déjà cité du Monde, les étudiants ne se préoccupaient pas seulement, je cite, de savoir si les filles de Nanterre et d'Antony pourront accéder librement aux chambres des garçons. Une fraction s'était politisée. Pour les plus anciens, l'opposition à la guerre d'Algérie en avait été le moteur. Hormis de petits groupes d'extrême gauche sans véritable audience, l'UNEF, le principal syndicat étudiant, avait été la seule organisation, avec le Parti socialiste unifié, qui regroupait divers courants à la gauche du Parti socialiste, à militer activement contre la guerre. Cela lui valut alors d'attirer 100 000 étudiants, soit 1 sur 2. Parmi les travailleurs, beaucoup avaient fait leur service en Algérie. D'autres avaient vu leur père, un frère y partir, en revenir brisé ou dans un cercueil. L'antimilitarisme avait également le vent en poupe, à travers, par exemple, la figure du grand Duduche et de l'adjudant Cronenbourg, croqué par Cabu dans la revue Pilote. Le spectre de l'Algérie française hantait le paysage politique, avec Jean-Louis Tixier-Vignancourt, défenseur de Vichy et candidat de l'extrême droite à la présidentielle de 1965, où il avait obtenu 5,2% des voix. À cette frange s'ajoutaient les réseaux de l'ancienne OAS, dont nombre de cadres avaient été recrutés par les grandes entreprises pour faire la chasse aux rouges. Le groupe d'extrême droite Occident, constitué en 1964 et qui comptait dans ses rangs les futurs ministres Alain Madelin, Patrick Devedjian ou Gérard Longuet, avait aussi ses hommes de main. Une autre jeunesse donc, venue des beaux quartiers, qui désignait les marxistes comme les pires ennemis de la nation, tout en exaltant l'hérédité et la race. L'opposition à la guerre du Vietnam fut l'autre ferment de cette politisation. D'abord aux États-Unis, où elle se renforçait du combat des Noirs contre la ségrégation et le racisme d'État et atteignit son sommet avec les émeutes dans plusieurs grandes villes après l'assassinat de Martin Luther King le 4 avril 1968. En Allemagne aussi, l'agitation contre l'impérialisme américain était à son comble. À la suite d'une campagne de haine, notamment d'une partie de la presse, assassinat de Rudi Dutschke, le leader du SDS, l'ancienne organisation de jeunes du Parti social-démocrate, exclu en raison de son radicalisme quelques années plus tôt, cette tentative d'assassinat avait jeté des pans entiers de la jeunesse dans la rue. Au Japon, où la flotte de guerre américaine avait port ouvert et d'où décollaient les bombardiers B-52 pour larguer leur cargaison de morts sur le Vietnam, la Zengakuren, fédération des associations d'autogestion étudiantes, impressionnait par sa combativité. Elle engagea une puissante vague de manifestations. 200 universités étaient occupées, toujours en cet avril 1968. Cette contestation traversa les continents grâce aux images de la télévision, aux chansons, au théâtre, et s'exprima dans les manifestations à Paris et en province durant les mois qui précédèrent l'embrasement du printemps 1968. Et ce d'autant que l'offensive du Tet, en janvier 1968, démontrait la détermination du peuple vietnamien à tenir et forçait l'admiration. L'UNEF ne comptait plus à cette date qu'une trentaine de milliers d'adhérents. Elle était en outre, comme la plupart des groupes d'extrême gauche, divisée en de multiples courants. Les jeunes du PSU y étaient les plus nombreux, mais ils n'avaient pas davantage d'orientation politique commune. Quant au Parti communiste, traditionnellement moins implanté chez les étudiants, les organisations qui lui étaient liées, et en premier lieu l'Union des étudiants communistes, avaient été à leur tour affaiblies, leurs militants emportés vers le réformisme assumé sur l'exemple du Parti communiste italien pour certains, vers le maoïsme, voire le trotskisme pour d'autres. De ces fractures était née, en 1966, l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, d'obédience maoïste, et la jeunesse communiste révolutionnaire, se réclamant du trotskisme. Les lycéens avaient aussi commencé à se mobiliser contre la guerre du Vietnam, contre la morale d'un autre âge, les règles vestimentaires et la discipline de caserne des lycées. Dès 1966, étaient apparus des comités d'action lycéens et des comités Vietnam sous l'impulsion des jeunes communistes et de militants d'extrême gauche. Pour citer un chant alors en vogue de Bob Dylan, oui, les temps étaient en train de changer. De San Francisco à Berlin et Tokyo,
en passant par la Pologne et la Tchécoslovaquie, où ces mal nommées démocraties populaires commençaient à être contestées jusque dans la rue, une fraction des étudiants se refusait d'ores et déjà au rôle qu'on entendait lui faire tenir dans la société et aspirait à plus de liberté. Les manifestations de la jeunesse, par leur dynamisme, leur enthousiasme et leur détermination, allaient faire la preuve qu'il était possible d'ébranler le pouvoir de De Gaulle et de le faire reculer. Elles furent le détonateur de l'explosion sociale qui allait suivre. En 1968, la France comptait 500 000 étudiants, 5 fois moins qu'aujourd'hui, dans leur très grande majorité issus des rangs de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie. Mais déjà, intellectuels réactionnaires et ministres les trouvaient trop nombreux, promis au déclassement, voire au chômage. Ils martelaient qu'il fallait introduire une stricte sélection. À l'instar du professeur Jean Capel, ancien directeur des lycées au ministère de l'Éducation, affirmant qu'elle était, je cite, « une loi de la nature tout aussi naturelle que la pesanteur ». De Gaulle avait donc chargé Christian Fouché d'une réforme visant à, je cite, « que les facultés ne continuent pas à être, comme elles le sont, encombrées d'étudiants inaptes à l'enseignement supérieur ». La division de l'université fut donc préparée, une partie ayant vocation d'enseignement supérieur de masse et une autre de recherche et de formation d'élite. Depuis 1965, les organisations étudiantes mobilisaient contre cette sélection. L'exiguïté des locaux, l'attitude des professeurs mandarins n'acceptant aucune discussion, mais aussi contre les règlements intérieurs, effectivement, des résidences universitaires dignes des pensionnats. Ceci faisait que les filles, même majeures, ne pouvaient recevoir de garçons chez elles et devaient être rentrées à 23 heures. Obligation, bien sûr, à laquelle les garçons, en revanche, n'étaient pas soumis. C'est à Nanterre, dans cette université encore inachevée, jouxtant un immense bidonville, que le mouvement étudiant va prendre une nouvelle dimension par une série d'actions spectaculaires. Comme à Nantes, Rennes, Besançon ou Saint-Étienne, l'occupation d'un bâtiment réservé aux filles s'y engagea le 21 mars 1968. Le lendemain, 150 étudiants investirent la tour de l'administration pour protester contre l'arrestation de 6 d'entre eux lors d'une récente manifestation contre la guerre du Vietnam. Le mouvement du 22 mars était né. Les anarchistes lui donnaient son ton et son style. Ils entendaient construire, je cite, « un mouvement révolutionnaire antiléniniste contre toute organisation pyramidale et une grève basée sur la spontanéité. » Parmi eux, un jeune étudiant dont le visage allait bientôt faire le tour du monde, Daniel Cohn-Bendit. Il avait de la répartie et son sens de la provocation séduisait, ce qui lui valut en retour l'hostilité de la majeure partie de la grande presse, mais aussi du Parti communiste, qui ne manquait pas une occasion de dénoncer, à travers lui, les agitateurs petits bourgeois, voulant empêcher, je cite, les jeunes de milieux populaires d'étudier et de passer leurs examens. Avant de se séparer, les étudiants de Nanterre avaient appelé à une journée anti-impérialiste pour le vendredi 29 mars. En réaction, l'administration suspendit les cours et ferma les bâtiments. Ce jour-là, quelques centaines de jeunes se rendirent au quartier latin, y occupèrent un amphithéâtre de la Sorbonne, où, malgré son interdiction, ils tinrent un meeting. La grève commençait. Ce faisant, le mouvement du 22 mars, avec l'UNEF et le SNESUP, le syndicat national de l'enseignement supérieur, allait devenir le moteur de l'agitation étudiante. Sa voix était portée par leurs porte-parole respectifs, Daniel Cohn-Bendit, Jacques Sauvageau, par ailleurs membre du PSU, et Alain Gesmar, qui, venant de ce même parti, avait rejoint le maoïsme. Le Parti communiste, qui voulait se donner une image respectueuse de l'ordre établi, continua à prétendre voir dans cette protestation montante le seul produit de manipulation gauchiste, ce qui lui aliéna la majeure partie des étudiants. Le 25 avril, où il était venu à présenter à Nanterre ses propositions sur la crise de l'université, Pierre Juquin, député communiste en charge des questions étudiantes, fut chassé de la tribune.
Il partit sous les huées et les cris « Cours, Juquin, petit lapin ». Quelques jours plus tard, Georges Marchais s'en prit nommément à celui qu'il appelait l'anarchiste allemand Cohn-Bendit et dénonça, je cite toujours, « les fils de grands bourgeois, les faux révolutionnaires démasqués, faisant selon lui le jeu du pouvoir gaulliste et des grands monopoles capitalistes ». Pour leur part, les syndicats demeuraient au mieux indifférents à cette agitation. Le 1er mai, ils déambulèrent selon un parcours et derrière des slogans rituels. Rien ne semblait vouloir troubler le cours tranquille de la vie politique et de la société. Le Premier ministre Georges Pompidou s'envola, serein, pour un voyage officiel d'1 semaine en Iran et en Afghanistan. Le 3 mai fut pourtant un jour décisif. Quelques centaines d'étudiants, venus pour la plupart de Nanterre, étaient réunis en meeting au cœur de la Sorbonne. Bien que certains cours avaient continué, et même des épreuves de concours, le chancelier de l'Université de Paris, effrayé par la présence de ceux qu'il désignait comme des enragés, fit appel à la police et ordonna l'évacuation. 600, dont les principaux leaders du mouvement, furent embarqués vers un poste de police, provoquant en retour une manifestation au cri de « Libérez nos camarades ». Et c'est la police qui désormais occupait la Sorbonne. Dans les jours qui suivirent, la pression ne retomba pas et les manifestations changèrent d'échelle, au quartier latin, mais aussi en province. La crise étudiante était devenue une question politique nationale imposant son agenda. La télévision, mais surtout les radios périphériques, non contrôlées par le pouvoir comme l'était alors l'ORTF, s'en firent les relais en retransmettant les événements en direct. Il se vendit 400 000 transistors en 1 semaine, contre 5 000 en temps normal. Il y a toujours un marché quelque part pour les capitalistes. Au cours des jours suivants, les charges de la police furent violentes et firent de nombreux blessés, les arrestations se comptant par centaines. Mais désormais, la rue ripostait. Les premières barricades apparurent, symbole du refus de reculer devant le pouvoir et la force. À Paris, le 10 mai, la confrontation déboucha sur une journée de manifestation des étudiants et des lycéens, où commencèrent à se mêler de jeunes ouvriers de la région parisienne. Les premiers pavés volèrent, des voitures furent renversées et les affrontements reprirent. S'ensuivit une spectaculaire nuit des barricades. Elle allait faire basculer l'opinion publique en faveur de la jeunesse en raison du courage dont elle faisait preuve et en réaction aux brutalités policières. L'humanité commença à changer peu à peu de ton et l'Union des étudiants communistes finit par annoncer sa solidarité avec les bons étudiants qui manifestaient et qu'elle opposait aux casseurs d'extrême gauche faisant, disait-elle, le jeu du grand capital. Les syndicats ouvriers et la FEN, les principaux syndicats enseignants, qui s'étaient bien gardés jusque-là de soutenir cette contestation du pouvoir gaulliste, prirent la mesure de l'émotion dans les classes populaires et appelèrent à une journée de 24 heures pour le 13 mai. Leur calcul était de faire retomber la pression montante dans la classe ouvrière. Ils réclamaient de façon confuse et sans revendication concrète une réforme démocratique de l'enseignement, le plein emploi et la transformation du système économique. Mais aucune suite n'était envisagée pour eux à cette journée. Le 13 mai fut largement suivi, notamment dans les services publics et les plus grandes entreprises, et fut marqué par une manifestation de centaines de milliers de personnes dans la capitale. La Sorbonne, dont le pouvoir venait d'assurer la réouverture, était de nouveau occupée, par les étudiants cette fois. Elle le restera plusieurs semaines. La crise changeait de nature. 10 ans, ça suffit. Adieu De Gaulle. De Gaulle aux archives, résonnèrent ce jour-là, d'autant plus que c'était l'anniversaire du coup de force qu'il avait porté au pouvoir. Au Parlement, les partis de gauche commencèrent à se poser en recours, en invoquant l'usure de De Gaulle et un régime incapable de comprendre la jeunesse et les aspirations du monde du travail. Si l'ensemble des partis de gauche ouvrent demain une perspective claire, les jours du pouvoir personnel sont comptés, déclara le Parti communiste. Son secrétaire général, Waldeck Rochet, lança le mot d'ordre de gouvernement populaire et d'union démocratique. Et le bureau politique
appela à la formation de comités pour soutenir cette idée. Comme le confirmera le secrétaire CGT Métaux de la Loire-Atlantique, prend part, par ailleurs membre de la direction fédérale du Parti communiste, je le cite, « Au soir du 13 mai, le mot d'ordre de la Confédération était « tirer, tirer, mais ne pas arracher ». Autrement dit, elle n'entendait pas alors se lancer dans une véritable confrontation. Le pouvoir continuait de son côté à jouer la carte de la fermeté. Au Conseil des ministres du 8 mai, De Gaulle s'était voulu martial. Une émeute, c'est comme un incendie, ça se combat dès les premières minutes. Et il était parti pour une visite de plusieurs jours en Roumanie, façon de montrer que tout cela n'affectait en rien la bonne marche de l'État. Pompidou alternait, lui, les mesures d'apaisement, notamment la promesse de libération des étudiants condamnés selon des procédures accélérées et la stratégie de la peur. Au soir du 13 mai, il accusa ainsi, je cite, « des individus déterminés, munis des moyens financiers importants, de matériel adapté au combat de rue, dépendant à l'évidence d'une organisation internationale qui vise à créer la subversion dans les pays occidentaux. » L'extrême droite lui emboîta le pas. Mais le pouvoir menaçait, ordonnait et n'était plus guère écouté ni obéi. Le reflux qu'il escomptait ne se produisit pas. Les organisations syndicales furent elles-mêmes prises de vitesse par la volonté d'une fraction des travailleurs de ne pas arrêter la grève au lendemain du succès du 13. La première occupation survint dans l'usine Sud-Aviation de Bouguenais, près de Nantes, où 2700 salariés travaillaient pour l'armée, mais aussi à la fabrication de la Caravelle et du Concorde, fleurons de l'aéronautique française. En avril, la direction avait annoncé une diminution de la durée du travail, avec baisse des salaires, et avait déjà dû faire face à plusieurs débrayages. Cette fois, à l'initiative d'un dirigeant du syndicat FO de l'entreprise, par ailleurs militant trotskiste de l'organisation communiste internationaliste, Yves Roqueton, les plus jeunes ouvriers décidèrent de prolonger la grève en occupant le site et en séquestrant son directeur. Il y demeurera 15 jours. D'autres conflits avaient éclaté ici ou là, mais sans coordination ni véritable initiative syndicale. Le 15 mai, l'Humanité ne consacra que quelques lignes au mouvement qui venait de s'engager à Sud-Aviation, mais l'attitude des organisations syndicales, et singulièrement de la CGT, allait changer avec le début de la grève à l'usine Renault de Cléon. Les syndicats y avaient décidé un débrayage d'1 heure par équipe contre les contrats de 3 mois auxquels la direction avait commencé à recourir et pour l'alignement des salaires sur ceux de Billancourt. Entraînés par les plus jeunes, les grévistes défilèrent dans les ateliers et bousculèrent le scénario syndical. Et devant le refus de la direction de les recevoir, ils firent voter l'occupation. Conscients de la colère montante, et pour reprendre leurs troupes en main, les syndicats ne s'y opposèrent pas et prirent l'initiative de créer un service d'ordre et d'organiser eux-mêmes l'occupation. Le scénario se répéta sur d'autres sites du groupe Renault, notamment à l'usine de Flins et à Billancourt. Entraînés sur d'autres objectifs que ceux qu'ils avançaient jusque-là, et par des méthodes d'action qu'ils réprouvaient, les syndicats prirent les choses en main, en faisant parfois volte-face d'1 heure sur l'autre, et firent voter la grève illimitée. Les confédérations prirent ensuite l'initiative d'élargir la grève avec toute leur force, s'assurant ainsi, sans être contestées, la direction du mouvement. C'était leur meilleur moyen d'espérer orienter le ras-le-bol et la colère ouvrière vers leurs propres objectifs. Ce virage se traduisit de façon spectaculaire dans les chiffres de grévistes. Quelques milliers le 14, 90 000 le 16, dont 60 000 chez Renault, qui avait servi en quelque sorte de test pour la CGT, car elle y disposait de très nombreux militants. 300 000 le 17 au matin, 1 million le lendemain, et 2 millions à la fin de cette première semaine. Les directions syndicales virent également l'opportunité d'étendre leur influence. Un responsable de la CFDT d'Elbeuf, qui appliquera la même méthode, rapporte à propos de la CGT, je le cite, « Eux, ils avaient un camion. Ils arrivaient dans une boîte, ils disaient aux gens de s'arrêter de travailler, ils les mettaient dans le camion
et il les menait au local de la CGT, et puis il leur donnait la carte syndicale. Alors à cette cadence, il ratissait les boîtes. Il y avait des dockers, certains avaient même des manches de pioche, et ça y allait à la manœuvre. C'était opérationnel. Le mode opératoire n'était pas partout aussi expéditif, mais il résume assez bien la façon dont les bureaucrates syndicaux entendaient conduire cette grève, et pour l'essentiel, y parvinrent. Bien sûr, il y eut aussi de nombreuses entreprises où, avec l'appui ou non de syndicalistes, les travailleurs étendirent leur grève d'eux-mêmes, conscients que quelque chose, peut-être décisif, était en train de changer. Sur le plan politique, c'est plus que jamais l'union de la gauche que le Parti communiste mettait à l'ordre du jour. La grève n'étant au fond qu'un levier de cette politique. Relayé par la CGT, il multipliait les appels à la formation d'un gouvernement populaire toujours. La politique d'extension se poursuivit dans ce double but, répondre à la volonté des travailleurs d'en découdre et orienter le mouvement derrière cette perspective électorale. Dans le Nord, bastion ouvrier de la CGT et du Parti communiste, la grève devint on ne peut plus massive. Au soir du lundi 20 mai, le département dénombrait 800 entreprises privées en grève, dont 349 avec occupation, 71 500 travailleurs de la métallurgie sur 95 000, 68 600 du textile, 8 000 de la chimie, 3 000 des ports, soit la totalité des effectifs de ce secteur. Sur le plan national, le nombre des grévistes grimpa à 6 millions. Avec l'appel par les centrales syndicales à la grève dans la fonction publique le 21 mai, le mouvement atteignit son extension maximale pour atteindre près de 10 millions, Français immigrés au coude à coude. Les transports en commun étaient arrêtés, l'essence commençait à manquer, le courrier n'était plus distribué, les ordures n'étaient plus ramassées, beaucoup de grands magasins étaient fermés. Signe également de cet élargissement, des régions et des secteurs pour le moins peu familiers de la grève furent touchés. Les bureaux de l'ordre des médecins furent occupés, de même que ceux de l'ordre des architectes et de la Société des gens de lettres. Les salariés de la météo, les musiciens de l'Opéra de Paris et les journalistes et techniciens de l'ORTF entrèrent en lutte. Les fossoyeurs de Paris occupèrent les cimetières. Une centaine de footballeurs s'installèrent dans les locaux de leur fédération. Ils retinrent leurs dirigeants, puis déployèrent un drapeau rouge sur la façade au-dessus de 2 banderoles, le football aux footballeurs et la fédération propriété des 600 000 footballeurs. Leurs tracts dénonçaient des contrats esclavagistes, la mafia des entraîneurs et leurs dirigeants, comme je cite, des ennemis et des exploiteurs du football. Ils proclamèrent, et je les cite toujours, « Tous unis, nous ferons de nouveau du football, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, le sport de la joie, le sport du monde de demain que tous les travailleurs ont commencé à construire. » Un improbable comité d'action pour la Révolution dans l'Église fut même mis en place réclamant, je cite, « la présence des chrétiens à la Révolution et la présence de la Révolution à l'Église ». Mais si la grève était désormais quasi générale, elle n'échappait pas, hormis quelques secteurs, aux dirigeants syndicaux, y compris là où elle prit l'apparence d'un comité de grève, comme chez Rhône-Poulain à Vitry, car il n'en avait que le nom, même si, dans ce cas précis, il existait des comités de base bien vivants et que la mobilisation de leurs membres contribuait à donner un ton combatif à la grève. Dans quelques entreprises, des comptes se réglèrent envers certains chefs. Ainsi, chez Massey Ferguson, dans la banlieue lilloise, les grévistes profitèrent de l'occupation pour brûler les dossiers sur le personnel constitué par la police intérieure de la direction. Ailleurs, c'est le ravitaillement qui fut pris en charge. S'ils n'encourageaient pas de telles initiatives, les syndicats laissaient faire, car ils conservaient la direction de la grève.
de même qu'ils laissèrent les grévistes remplir des cahiers entiers de revendications qui allaient bien au-delà des leurs, sachant d'expérience qu'elles ne les engageaient en rien. Dans la grande majorité des cas, l'occupation devint en outre le fait des seuls syndicalistes qui transformèrent chaque usine occupée en camp retranché. Au prétexte d'éviter les provocations patronales ou gauchistes, ils firent tout pour empêcher que les idées contestataires de la jeunesse étudiante ne pénètrent dans les ateliers. Car si la masse des étudiants se retranchait, elle, dans les universités, une fraction recherchait sincèrement ce contact, ainsi que plusieurs organisations d'extrême gauche, même si certaines semblaient découvrir en ce printemps 68 que la classe ouvrière existait. Les ouvriers dans leurs usines, les étudiants dans les facs. Tel était en revanche le mot d'ordre de la CGT qui continuait à mettre en garde les travailleurs contre ce qu'elle appelait les groupuscules composés de fils de grands bourgeois. Mais pour ne pas laisser la rue aux étudiants et aux slogans les plus radicaux, la CGT organisa de nombreux défilés qui les concurrençaient et les évitaient soigneusement. L'épisode le plus significatif de cette attitude se déroula à deux reprises devant l'usine Billancourt les 16 et 17 mai, où la CGT avait dénoncé par avance ceux qui entendaient, selon elle, je cite, « souiller la classe ouvrière par leur sale besogne », et dont elle prétendit qu'ils touchaient, je cite enfin, « une grosse récompense pour leurs loyaux services rendus au patronat ». Les portes restèrent donc closes. À la RATP, les travailleurs demeureront isolés et barricadés dans leurs dépôts ou leurs terminus, sans véritable moyen de savoir ce qui se passait sur les différentes lignes, sans parler des autres secteurs. Les plus déterminés parvenaient à franchir ces obstacles, mais dans l'ensemble, les syndicats parvinrent à leur fin. C'est d'ailleurs ce qui poussa des centaines, voire des milliers de jeunes travailleurs à se rendre à la Sorbonne, à Censier, en région parisienne, comme dans les universités de province, et à participer aux cortèges qui se formaient dans les rues. Ils étaient plus dynamiques, plus combatifs, et on pouvait y discuter fraternellement de comment refaire le monde. Ce cloisonnement empêchait par ailleurs la liaison entre les différentes entreprises, que les expériences des uns enrichissent celles des autres et que se développe le sentiment de constituer une véritable force collective derrière des objectifs communs. Ainsi, à Renault-Billancourt, les grévistes de Renault-Flin furent interdits d'entrer jusqu'au 6 juin sous prétexte qu'ils n'appartenaient pas à l'entreprise. Durant quelques jours, le pouvoir politique sembla dépassé par l'ampleur du mouvement et son caractère contagieux. Ces décisions restaient sans prise. Le 19 mai, le ministre de l'Information avait pourtant ordonné aux responsables de l'ORTF de ne plus passer d'informations favorables à l'opposition et de placer des journalistes sûrs à l'antenne. 3 jours plus tard, il privait les radios des fréquences leur permettant d'assurer le suivi des manifestations en direct. Le 21, il profita de la présence de Cohn-Bendit hors de France pour l'interdire de séjour sur le territoire. Quant à De Gaulle, qui de retour de Roumanie avait proclamé « la réforme, oui, la chienlit, non », il annonça le 24 un référendum sur ce qu'il appelait la rénovation universitaire, sociale et économique et déclara, fidèle à son habitude, « au cas où votre réponse serait non, il va de soi que je n'assumerai pas plus longtemps ma fonction ». Mais ce coup de poker n'eut d'autre écho que les cortèges toujours aussi fournis dans la capitale et dans les principales villes au cri de « Adieu De Gaulle, adieu ». Le pouvoir comprit alors que son salut passait par un accord avec les directions syndicales, et en premier lieu avec la CGT. Le samedi 25 mai à 15h, commencèrent les négociations entre gouvernement, patrons et syndicats, CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC et FEN, au ministère du Travail, rue de Grenelle. Elles allaient durer jusqu'au lundi matin, 7h. La CGT y avait dépêché, en plus de Georges Ségui, son secrétaire général, Henri Krasuki et Benoît Frachon, qui avaient négocié les accords Matignon en juin 1936. Après 48 heures de palabres et de discrètes rencontres nocturnes, au cours desquelles se distinguèrent côté gouvernemental 2 jeunes loups de la politique, Jacques Chirac et Édouard Balladur, un protocole d'accord fut trouvé. Ils ne comprenaient rien d'essentiel
pour les travailleurs. Plusieurs promesses, d'abord, sur l'ouverture future de nouvelles discussions, sur la formation, la fiscalité, la baisse du temps de travail et le minimum vieillesse. Elles n'engageaient, comme on le sait, que ceux qui voulaient bien y croire. Il y avait ensuite l'augmentation de 5% des remboursements sur les médicaments, mais surtout un geste sur les salaires. Le SMIC fut revalorisé de 35%. Cela n'était pas négligeable, bien sûr, et n'aurait pu être obtenu sans la grève. Mais avec 519 francs, ce SMIC restait bien en deçà des 600 francs réclamés jusque-là par les syndicats et des 1000 brandis par nombre de travailleurs dans les manifestations. Cela ne concernait en outre que 7% des salariés et ne faisait que rattraper le retard accumulé depuis des années. Par ailleurs, une hausse générale de 7%, dont une partie avait déjà été annoncée en janvier, suivie par une autre en octobre de 3%, fut actée. Mais par rapport au glissement annuel moyen, cela ne signifiait au final qu'une augmentation de 0,75 à 1,75%, elle-même appelée à être amputée par la hausse des prix. Quant au paiement des jours de grève, il n'en était pas davantage question. Elle devrait donc être récupérée. Rien non plus sur l'échelle mobile des salaires, qui faisait officiellement partie des revendications de la CGT et de la CFDT, ni sur la baisse du temps de travail ou le travail aux pièces. Enfin, les conditions de la reprise étaient renvoyées au niveau des branches et des entreprises. Non seulement c'était là où le rapport était le plus à l'avantage du patronat, mais cela signifiait qu'il n'y aurait plus désormais que des grèves particulières, sans objectif commun. Pour bien des travailleurs, ce fut ressenti comme une capitulation avec armes et bagages. En revanche, les bureaucraties se voyaient renforcées par la liberté accrue et de nouveaux droits pour les élus du personnel et par la reconnaissance des sections syndicales dans les entreprises. Si celles-ci faisaient horreur au petit patronat, dans lesquels ses représentants à Grenelle dénoncèrent, je cite, « une pièce maîtresse du mécanisme totalitaire marxiste-léniniste », voire un embryon de soviet, elles satisfaisaient les dirigeants de la CGT, de FO comme de la CFDT. Reconnaissant envers le rôle tenu par la CGT depuis le début du conflit, le gouvernement allait également mettre fin au régime d'exception qu'il avait privé en raison de la guerre froide de certaines subventions et de postes dans divers organismes, comme le Bureau international du travail. Le gouvernement ne fit d'ailleurs pas mystère de l'appui qu'il cherchait du côté des syndicats, puisqu'il notifia dans son compte-rendu qu'il était, je cite, « convaincu qu'un encadrement de la classe ouvrière par les syndicats possédant une formation et une influence nécessaires est utile à la bonne marche de l'entreprise ». En juin 1936, la bourgeoisie s'était mordu les doigts d'avoir tellement fait la chasse aux syndicalistes qu'il n'y en avait plus assez pour encadrer les travailleurs et canaliser leur colère. La leçon avait été retenue. De part et d'autre, on se disait confiant. Tout en renvoyant la décision aux assemblées de grévistes, Georges Ségui déclara « La reprise du travail ne saurait tarder ». Il se rendit aussitôt à Renault-Billancourt, dans l'espoir de faire avaliser l'accord. Dans plusieurs usines, dont Renault-Cléo, Renault-Le Mans, Berlier, Sud-Aviation, Rodiaceta, la Snecma et Citroën Paris, les travailleurs l'avaient déjà rejeté. Un camarade reviendra tout à l'heure sur la façon dont Ségui se heurta à la détermination des travailleurs de Billancourt. À cette heure même, les dirigeants de la CGT et du PC craignaient d'être pris de court et écartés de la solution politique que d'autres préparaient. Le PSU, la CFDT, la FEN et l'UNEF avaient en effet préparé dans leur dos une manifestation pour le lundi 27 mai, le jour même où se sont achevées les négociations de Grenelle. D'abord interdite, elle fut finalement autorisée par le gouvernement sous la forme d'un rassemblement au stade Charletti. À leur appel, au moins 35 000 personnes, jeunes dans leur grande majorité, des délégations de grévistes et l'extrême gauche dans toute sa diversité s'y rendirent. Pouvoir ouvrier, continuons le combat, révolution sociale, la fraction la plus déterminée du mouvement, la base en quelque sorte de ce qui aurait pu constituer son aile révolutionnaire, s'y fit entendre durant plusieurs heures. Mais les responsables syndicaux présents, auxquels s'était rallié André Barjonnet, un dirigeant de la CGT qui venait d'en démissionner, comme le PSU qu'il venait de rejoindre, avaient leurs propres calculs politiques. Au-delà du ton combatif de leur discours, ils entendaient promouvoir comme recours Pierre Mendès France,
Ce politicien radical socialiste, plusieurs fois ministre sous la 4e République, président du Conseil au début de la guerre d'Algérie, qui avait adhéré par la suite au PSU. Mendes ne prit pas la parole. Les choses allaient trop loin à ses yeux et il ne voulait pas devoir quoi que ce soit à la pression de la rue. Le lendemain, François Mitterrand, un autre déjà vieux routier, qui avait cheminé en 20 ans de la droite, voire de l'extrême droite, vers la gauche, pensant son heure venue, affirma dans une conférence de presse qu'il n'y avait, je cite, plus d'État, et que devant la menace d'anarchie, il annonçait sa candidature à la présidence de la République. Convaincu que le référendum annoncé par De Gaulle serait un échec pour lui, il proposa même la constitution d'un gouvernement provisoire en évoquant, bon prince, le nom de Mendes France, qui n'en demandait pas tant. Mais toutes ces ambitions allaient être contrariées. Le 29 mai, une autre partie se joua. Dans la rue d'abord, où la CGT, qui ne voulait pas laisser de nouveau l'initiative à d'autres et entendait démontrer que rien ne pourrait se faire sans elle, fit une démonstration de force à Paris et en province. Ces manifestations, auxquelles avait appelé également le Parti communiste, réunirent des centaines de milliers de personnes derrière les mots d'ordre « gouvernement populaire » pour les revendications des travailleurs et pour contribuer à un changement démocratique dans le pays. Ce même jour, De Gaulle disparut durant plusieurs heures. On apprit bientôt qu'il s'était rendu à Baden-Baden auprès du général Massu, commandant des troupes françaises stationnées en Allemagne. Ce coup lui permit de reprendre la main. Dès son retour, il annonça la dissolution de l'Assemblée nationale et des élections anticipées en dénonçant l'extrême gauche, et c'était un comble, l'entreprise totalitaire du Parti communiste. Son salut allait passer par les urnes, mais aussi par la rue. Le lendemain, le Parti gaulliste, qui y travaillait depuis plusieurs jours, mobilisa sur les Champs-Élysées et au son de la Marseillaise toutes ses troupes de la capitale et de province. Des centaines de milliers de tracts furent même répandus par avion. Combien furent-ils à manifester? Sans doute 300 000. Certains prétendirent 1 million. Mais peut-être parce que cette fois-là, police et organisateurs étaient les mêmes. Les franges les plus extrêmes de la droite y donnèrent de la voix au cri de « La France aux Français »,« Gauchistes au poteau »,« Cohn-Bendit à Drao » ou encore « Vidanger la Sorbonne ». En province aussi, les réactionnaires se mobilisèrent. À Perpignan, désignant les piquets de grève composés d'étrangers. À Marseille, les locaux du Parti communiste furent plastiqués. Des grévistes furent également visés ici ou là. La décision de Gaulle allait fournir le parfait alibi aux organisations syndicales pour pousser à la reprise et finalement l'imposer. Cela vaudra à Waldeck-Rochet, secrétaire général du Parti communiste, d'être ainsi salué par le Figaro du 4 juin. Dans l'heure qui a suivi l'allocution du président, il a désamorcé la bombe et consenti à des élections qu'il n'a guère l'espoir de gagner. Le 31 mai, le préfet de Charente-Maritime fit circuler dans les rues de La Rochelle des voitures avec haut-parleurs appelant à la reprise. Se présentant comme fils de cheminot, il n'y a pas que Macron qui a la famille, il adressa une lettre aux grévistes en reprenant avec gourmandise la formule de Thorez « Il faut savoir terminer une grève ». Du côté syndical, on s'activait aussi dans ce sens et avec plus de succès. Ce même jour, Segui déclara, je le cite, « La CGT ne gênera pas le bon déroulement des élections, c'est l'intérêt des travailleurs d'exprimer une volonté de changement. » Le Parti communiste, comme la CGT, affirmèrent que c'était une nouvelle chance pour les travailleurs de voir garanti ce qu'ils viennent d'obtenir par la lutte, façon d'abandonner un peu plus les grévistes à eux-mêmes au profit du bulletin de vote. Et sur les manœuvres des appareils syndicaux, je laisse notre camarade Paul Palacio, qui travaillait à Renaud-Billancourt, apporter son témoignage.
En 1968, un rappel pour les plus jeunes, parce que cela commence à devenir une vieille histoire, Billancourt était la plus grosse concentration ouvrière de la région parisienne. Environ 33 000 travailleurs y étaient exploités. La presse n'était pas avare de qualificatifs excessifs, la nommant la forteresse ouvrière. Il n'était pas rare non plus d'entendre des phrases telles que « quand Renault éternue, la France s'enrhume ». Cependant, même si tout cela relevait du langage des journalistes, il n'en reste pas moins que la CGT et bien sûr le PCF y occupaient une place prépondérante. La CGT obtenait entre 70 et 80% des voix aux élections professionnelles, tout au moins dans le collège ouvrier, et le PCF revendiquait de façon peut-être un peu exagérée de 50 à 70 cellules. Lorsqu'arrive mai 68, cela fait un peu plus de 2 ans que je suis dans l'usine. J'avais été élu délégué du personnel en octobre 1967 sur les listes de la CGT. Mais ce mandat ne survivra pas aux élections qui suivirent mai-juin 68. Je travaillais comme plus de 5000 autres travailleurs dans l'île Seguin. J'essayais les voitures en sortie de chaîne. Alors comment l'occupation s'est-elle déclenchée? Tout démarre avec la manifestation du 13 mai. Les travailleurs de Billancourt y avaient participé en masse. Plus de 80% étaient en grève. Et un meeting monstre regroupant des milliers de travailleurs s'était tenu dans l'île Seguin. Toute la semaine, l'ambiance était montée, surtout dans les milieux des jeunes ouvriers des départements de professionnels, mais aussi parmi les OS. La grève générale devient envisageable pour les mêmes qui n'y croyaient pas quelques jours auparavant. La poursuite du mouvement étudiant et sa combativité, la répression policière amènent de plus en plus de discussions allant vers cette idée. Pourquoi ne pas faire comme eux? Sud Aviation ne reprend pas le travail après le 13 mai. Le 15 mai, Renault Cléon, copain l'a dit, est occupé, et puis c'est Renault Fling qui se met en grève. Et les nouvelles vont vite. À Billancourt, c'est le 16 que tout se joue, en début d'après-midi, après l'annonce de l'occupation de Renault Cléon. Des centaines de jeunes étaient rassemblés dans l'usine, à un carrefour connu, et scandaient « Occupation, occupation ». Ilibert, un responsable de la CGT, prend alors la parole, et le moins que l'on puisse dire est que son discours face à la détermination, à leur détermination de ces jeunes, était très temporisateur. En gros, il leur demandait de rejoindre leurs ateliers et d'attendre la décision de la CGT dont la commission exécutive allait se réunir le soir même et qui prendrait les dispositions voulues, bien entendu. Il faut rappeler qu'un tract de la CGT daté du 15 mai proposait, je cite, « de discuter et de se prononcer sur l'éventualité d'un nouveau mouvement d'ensemble limité de toute l'usine dès le début de la semaine prochaine pour exiger, devinez quoi, l'ouverture de négociations. » Et ce, alors même que Renault Cléon se mettait en grève avec occupation. Il n'était donc nullement question dans les intentions de ces dirigeants d'imiter cet exemple. Ce discours fut cependant totalement inefficace, puisque les jeunes partirent en manifestation à travers les ateliers des différents secteurs de l'usine, et en criant « occupation, occupation », et la déclenchèrent effectivement. En ce qui me concerne, je remonte dans l'île et alerte les camarades de mon secteur sur ce qui est en train de se passer. Instantanément, ils prennent les choses en main, ferment les portes de l'île, nous déplaçons les voitures afin de bloquer les issues, et aussitôt nous nous installons à l'entrée du Bas-Meudon, qui est une porte de l'autre côté de la Seine, et prenons possession des lieux, et nous nous préparons à accueillir les cortèges étudiants. Bien naïf. Mise devant le fait accompli, la CGT prend le train en marche, mais elle prend aussi également très rapidement les choses en main après un bon petit moment de flottement. Les étudiants viendront bien, mais à un autre endroit, quai de Stalingrad, où la CGT avait déjà pris place, fermé les grilles et commencé à parler de protéger l'outil de travail et d'empêcher toute provocation. Et pour cela, évidemment, d'interdire toute entrée aux personnes étrangères à l'usine et donc aux étudiants qui restèrent bloqués derrière les grilles. Il y aura toutefois des échanges, car bien des jeunes ouvriers en ressentaient le besoin. Cela constituera d'ailleurs un des premiers points d'achoppement entre ces jeunes et la direction de la CGT, car ils ne comprenaient pas cet ostracisme vis-à-vis des étudiants.
À Billancourt, la grève va durer 33 jours. Il n'y eut pas de comité de grève, malheureusement, ni nous, ni aucun autre groupe n'était en situation de l'imposer aux dirigeants de la CGT. Les discours syndicaux se tenaient à partir d'une passerelle élevée qui surplombe l'immense esplanade de l'île Seguin. Les ouvriers, dans leur grande majorité, ont plutôt fait grève à la maison, sauf quelques centaines de militants, dont nous faisions partie, qui occupaient véritablement l'usine. Mais lors des grandes échéances, les ouvriers venaient en masse. Et c'était le cas ce jour-là. Le 27 mai, l'esplanade de l'île Seguin était remplie. Les dirigeants syndicaux étaient tous là, de Ségui et Frachon pour la CGT, à Descamps pour la CFDT, en passant par Bergeron pour FO. Tous avaient participé aux discussions de Grenelle et étaient d'accord pour faire reprendre le travail aux 10 millions de grévistes sur cette base. Sûrs de leur coup, ils avaient choisi Billancourt pour tenter d'entraîner tout le pays à la reprise. C'était la place forte de la CGT et un nom connu de tous les travailleurs. C'était donc Ségui qui a tenté de faire approuver ces accords au rabais, que mon camarade a rappelé tout à l'heure, des miettes en quelque sorte. Une honte de présenter ce bilan ridicule comme acceptable. Nous ne nous étions pas mis en grève durant 2 semaines pour de telles misères. Les oreilles de Ségui ont sifflé durant de longues minutes. Il n'a pas pu continuer son discours car il était couvert par la huée d'une grande partie de l'assistance. Un chahut intense. La reprise du travail était donc repoussée, et Ségui l'a bien compris. Il a tenté alors de renverser la vapeur et a déclaré avec un culot monstre que rien n'était signé et que, puisque telle était la volonté des travailleurs, eh bien, la grève continuait. Plus tard, il affirmera que ce n'est pas lui que les travailleurs avaient sifflé, mais les accords eux-mêmes. Aujourd'hui encore, cette thèse est largement reprise par la CGT qui repeint l'histoire à sa propre couleur. Alors cet épisode est très connu, mais le meeting qui a mis fin à la grève 3 semaines plus tard, le 17 juin, l'est un peu moins. Entre-temps, la CGT avait poursuivi les discussions avec la direction. Elle était parvenue à obtenir quelques broutilles sur la réduction du temps de travail et sur les libertés syndicales dans l'entreprise. Mais elle avait surtout mis tout son poids militant pour faire cesser la grève, en affirmant, par exemple, que le travail avait repris dans les autres usines. Continuer, ce serait irresponsable. Nous n'allons pas rester seuls en grève. N'écoutez pas les sirènes gauchistes qui veulent vous mener à l'aventure, etc., etc., etc. Vous connaissez le discours. Pardon, excusez-moi. Selon ses dirigeants et ceux du PCF, il fallait que le calme revienne et que les élections législatives se déroulent dans un climat serein. En fait, la CGT brisait le mouvement pour l'échanger contre un bulletin de vote. Le 17 juin, ce n'est plus Ségui qui prend la parole, mais Aimé Albeher, le dirigeant de la CGT Billancourt d'alors. Krasuki était également présent. Albeher s'appuyait sur un vote majoritaire que la CGT avait fini par obtenir à force de pression et de mensonges pour faire reprendre le travail. La prise de parole se fit non pas du haut de la passerelle, comme cela avait été toujours le cas pendant la grève, mais au pied de cette passerelle, au même niveau que les grévistes. Les huées furent bien plus importantes encore que contre Ségui et les accords de Grenelle, et durèrent encore plus longtemps. Des bousculades et même des coups se produisirent. La forte minorité qui était contre la reprise en avait gros sur la patate. On ne s'était pas battu 5 semaines pour obtenir aussi peu, et des noms d'oiseaux fleurirent à l'encontre des dirigeants de la CGT. C'est ainsi que se terminait mai-juin 68 à Billancourt, et si tout à son hypocrisie la CGT affirmait pour se dédouaner que la lutte continuait sous d'autres formes, elle subit un peu les conséquences de sa trahison de la grève aux élections de délégués suivantes, où elle perdut 8% des voix, en grosse partie au profit de la CFDT. Les grèves, il y en eut à Billancourt dans les années qui suivirent, car aucune des revendications essentielles des travailleurs n'était satisfaite. Ces grèves qui allaient exprimer la révolte des ouest des chaînes de montage et des presses, aussi bien à l'usine du Mans qu'à celle de Billancourt, éclatèrent en 1969, en 1971, en 1973 et aussi en 1975. Non, la direction n'avait pas acquis la paix sociale avec la fin de la grève, le mouvement de 68, et avec l'aide de la direction de la CGT. Et la lutte de classe continuait et continue toujours bel et bien.
Alors, pour continuer, sur la politique que les révolutionnaires ont tenté de mener pour contester la mainmise des bureaucraties syndicales, je donne la parole à mon camarade Jean-Louis Gaillard, qui va évoquer la grève de 3 semaines chez Roussat-Luclaf, à Romainville, dirigée, elle, par un comité de grève. Le groupe pharmaceutique Roussat-Luclaf n'existe plus. Ses activités les plus rentables ont été reprises par Sanofi. En 1968, ce trust familial possédait plusieurs établissements en France. Le principal était à Romainville, en Seine-Saint-Denis, avec 3300 salariés, majoritairement des ouvrières de conditionnement sur chaîne et des ouvriers de fabrication en équipe. J'étais rentré dans cette boîte en janvier 1967, comme ouvrier de fabrication, pour y militer et rejoindre le groupe de Voix ouvrière qui existait depuis 1962 et publiait une presse communiste révolutionnaire. Mes camarades avaient été écartés en 1965 du syndicat CGT par les militants du PCF. Ils avaient été accueillis par la section syndicale Force ouvrière, dont nous sommes devenus les animateurs. Le 13 mai, 200 à 300 salariés de Roussat-Luclaf avaient participé à la grande manifestation parisienne. Mais la semaine qui suivit fut calme à l'usine, alors que les grèves s'étendaient dans tout le pays. Elle fut calme, mais tout le monde discutait, bien sûr. Comme dans toutes les entreprises où nous avions des militants Voix ouvrière nous poussait à agir. Aussi, FO convoquait une intersyndicale le dimanche 19 mai. Mais, face à notre détermination à appeler à la grève, les délégués CGT et CFDT, sans directive de leur fédération, finirent par accepter un appel commun. Le lendemain, le 20 mai, à 6 h du matin, à seulement 2-3 militants par porte, devant chaque porte, nous avons distribué cet appel intersyndical et dit aux travailleurs de ne pas rentrer, qu'une AG était prévue pour décider de la grève. La grosse majorité des travailleurs sont restés dehors. Et à 8 h, 1000 à 1500 des présents ont voté la grève, proposée fermement par la responsable de FO, une camarade de Voix ouvrière, et un responsable de la CGT. Dans la foulée, notre camarade proposa l'élection d'un comité de grève. Devant la réussite de ce début de grève auquel beaucoup d'entre eux n'avaient pas cru, les militants syndicaux et du PCF ne s'y opposèrent pas publiquement. Ils virent des dizaines de mains se lever pour être membres de ce comité, certains travailleurs que nous avions bien sûr sollicités avant, préalablement, mais aussi des jeunes syndiqués ou pas, et même des responsables syndicaux qui, vu le succès, ne voulaient pas rester en dehors. Sur leur participation au comité de grève, les militants CGTistes PCL se divisèrent. Une partie s'y associa et occupa l'usine principale avec nous, où étaient rassemblés les grévistes. D'autres restèrent hors de ce mouvement, occupant à quelques-uns les deux autres usines du site. Dès le premier jour de grève, l'AG du matin vota l'élection de la 50aine de candidats au comité de grève et l'occupation de tous les locaux environ toutes les directions. L'occupation fut massive. Rapidement, les grévistes, des centaines de salariés tout de suite ont occupé. Rapidement, les grévistes prirent des initiatives. Par exemple, quand des salariés de petites boîtes venaient demander du renfort, parce que nous, on était la grosse boîte du coin, pour aider à fermer leur entreprise, aussitôt des volontaires, 10, 20, allaient aider le salarié qui demandait de l'aide. Alors bien sûr, je ne peux pas raconter toutes les actions qui ont eu lieu, mais celle pour expulser les surveillants d'anciens militaires est savoureuse et drôle. Alors ces flics du patron étaient retranchés dans un QG, une rotonde vitrée à l'entrée de l'usine. Ils étaient craints, parce que quand ils faisaient des dénonciations, des rapports, ça pouvait entraîner le licenciement. Spontanément, des dizaines de grévistes s'entassèrent dans ce local, au coude à coude, en poussant les flics sur le bord, sans les taper. À un moment, un gréviste criait « On tourne !» Et tout le groupe, je ne sais pas 100, je ne sais pas combien de personnes, tournait. Et quand un flic arrivait devant la porte ouverte, tout le monde poussait et ils étaient éjectés. Et ils étaient éjectés, bien sûr, sous les applaudissements et les rires de tous les grévistes qui étaient autour, qui regardaient.
Comme quoi, les initiatives. Dès ce premier jour, une grande banderole fut confectionnée par les grévistes et accrochée au sommet du bâtiment le plus élevé. Elle proclamait « Usine aux travailleurs ». Et un grand drapeau rouge fut déployé en haut de la cheminée à 60 mètres. Les AG des grévistes avaient lieu le matin pour la reconduction de la grève, avec intervention du comité, bien sûr, et vote sur les décisions à prendre, et intervention des syndicats et de tous les grévistes qui souhaitaient prendre la parole. Puis à 14h, ça c'était tous les jours, puis à 14h se tenait la réunion du comité de grève. Alors il y eut de multiples problèmes à régler, bien sûr, mais cela fut beaucoup facilité par le volontariat des centaines d'occupants, de grévistes qui étaient là. On ne manquait pas de volontaires. Aux revendications nationales furent ajoutées, bien sûr, des revendications locales, mais aussi le paiement des jours des grèves et l'ouverture de l'usine aux familles et amis et aux étudiants en lutte. Le comité dut aussi résoudre des problèmes pratiques et politiques. Alors, c'est une usine de fermentation, surveiller les fermenteurs et les bouillons de culture pour ne pas polluer tout le quartier, le bas pays de Romainville, nourrir les très nombreux animaux de laboratoire et nettoyer leurs cages, un vrai boulot comme pendant le travail, et aussi nourrir les grévistes. Une équipe compétente et volontaire fut mise en place pour aller aux halles et cuisiner des centaines de repas midi et soir. Et puis évidemment, assurer la défense de l'occupation par des piquets de grève 24 heures sur 24. Au début de la grève, le comité a dû gérer diverses associations catégorielles du personnel. En effet, la direction, étant antisyndicale, avait développé l'existence d'associations de cadres, d'agents de maîtrise, de techniciens. Le comité exigea que les réunions de ces associations soient publiques, ouvertes au comité de grève. L'association des cadres, majoritairement anti-grévistes, s'y refusa et quitta l'usine. Et en fin de compte, le comité finit par interdire l'entrée de l'usine aux cadres qui essayaient de saper le moral des grévistes. Enfin, sauf pour ceux qu'on savait qui étaient pour la lutte, bien sûr, il y en avait un peu, pas beaucoup. La CFDT, qui ne voulait pas assumer d'éventuelles poursuites judiciaires, maintenant qu'il n'y avait plus des cadres dans la boîte représentant la direction, elle avait un peu pris prétexte pour quitter le comité de grève, enfin ceux qui y étaient. L'occupation fut militante et festive. Il y avait toujours beaucoup de monde, des discussions incessantes. Souvent, il y avait des regroupements pour riposter aux provocations de la direction qui faisait régulièrement des attaques physiques, ou des mobilisations pour organiser des montées à Paris pour se joindre aux manifestations étudiantes ou ouvrières qui avaient lieu. Presque tous les soirs, après les repas, il y avait de la musique et des bals, car beaucoup de femmes participaient à l'occupation, de jour comme de nuit. Beaucoup de grévistes habitaient presque à l'usine, couchant dans les labos, près des piquets de grève, ou dans les bureaux, en fonction de l'épaisseur de la moquette souvent. Le comité de grève était animé en partie par des non-syndiqués, comme je l'ai déjà dit, par nous, Voix ouvrières, mais aussi par des militants de la CGT et du Parti communiste. Après la grève, ceux qui avaient participé au comité, je parle des militants CGT-PC, seront plus ou moins écartés de responsabilités syndicales par la Fédération CGT de la chimie et la mairie PCF de Romainville. Ils furent accusés de gauchisme, d'avoir suivi Voix ouvrières et signé avec le comité de grève une lettre ouverte aux confédérations syndicales leur demandant de ne pas accepter les accords de Grenelle du 27 mai. Ce n'est pas qu'à Renault que les accords ont été sifflés. Après ces accords, les grévistes, le comité de grève, la CGT et FO dénoncèrent jusqu'au bout de la grève le bradage de la grève pour les élections promises par De Gaulle. C'est sur ces bases d'ailleurs que nous avons organisé un cercle local Voix ouvrières d'une dizaine d'ouvriers techniciens qui édita, à partir du 27, ses propres tracts. Et la grève, comme l'occupation, se prolongèrent, mais après de plusieurs affrontements violents avec la police, jusqu'à l'intervention quasi militaire des gardes mobiles dans la nuit du 14 juin. Ce 14 juin, après 25 jours d'occupation, le travail reprit. Mais à 11 h, 1000 travailleurs débrayèrent pour dire que rien n'était réglé. Alors bien sûr, cette grève laissa des traces dans l'établissement pendant des mois et même 1 ou 2 ans. Des centaines de travailleurs avaient participé activement et fraternellement à l'occupation et aux manifestations.
et de nombreuses relations personnelles se nouèrent, qui durèrent souvent plus longtemps que les 3 semaines de grève. Alors à Roussel-Luclaf, nous n'avons pas fait des choses extraordinaires, mais cela démontrait que si dans des centaines de boîtes, malgré les syndicats, les grévistes avaient aussi pris leur grève en main, s'ils avaient pu se coordonner, cela aurait peut-être changé l'histoire de mai-juin 68. Des augmentations de salaire allant au-delà de ce que prévoyait le protocole de Grenelle, le paiement d'une partie des heures de grève et bien d'autres revendications furent encore arrachées ici ou là. Mais cela concernait surtout les plus grands groupes et restait loin de ce que le mouvement aurait pu imposer. Il faudra tout le poids des bureaucraties syndicales pour faire reprendre le travail, entreprise après entreprise. Le recours aux manipulations, aux mensonges dont ces appareils ont l'habitude. Comme au PTT, à la RATP ou à la SNCF, quand les votes ne furent pas truqués, ils furent refaits jusqu'à obtenir un vote favorable à la reprise. Et dans bien des cas, de fortes minorités s'exprimèrent pour continuer. Comment ne pas penser à cette jeune ouvrière du film La reprise du travail aux usines Wonder, qui, face au chef du personnel, demandant à chacun de rentrer tranquillement, et à 2 syndicalistes s'efforçant de la convaincre du bien-fondé de l'arrêt de la grève, s'écriait pleine de rage « Je ne rentrerai pas, je ne mettrai plus les pieds dans cette tôle. Vous allez voir quel bordel que c'est là-dedans. C'est dégueulasse, on est noir jusqu'à l'os, dégueulasse. Non, je ne rentrerai pas. » Nombreux furent les travailleurs qui partagèrent alors ce sentiment. Jour après jour, pourtant, la reprise s'effectua, puis s'accéléra au lendemain de la Pentecôte des 1er, 2 et 3 juin. Pourtant, le 10 juin, il restait encore 1 million de grévistes. Cette date correspondait au début officiel de la campagne électorale. Elle servit aux dirigeants syndicaux, comme au patronat, pour en finir avec les derniers bastions de grévistes. Elle fut utilisée aussi par le gouvernement, qui décida de faire une démonstration de force. En même temps qu'il préparait l'amnistie des responsables de l'OAS, il annonça la dissolution de 11 organisations d'extrême gauche, dont le mouvement du 22 mars, les organisations maoïstes et trotskistes, la JCR, l'OCI et Voix ouvrière, invoquant un texte de 1936 sur les groupes de combat et les milices privées. Puis il intervint brutalement dans les dernières entreprises en grève. À Renault-Flin, les cadres et la maîtrise avaient utilisé le week-end de la Pentecôte à faire des visites à domicile des ouvriers pour les encourager à affirmer, disait-il, leur droit au travail. La direction, ayant échoué à faire voter la reprise, fit appel à la police qui investit le site, provoquant des affrontements violents avec les salariés et des jeunes venus en soutien. 1000 CRS entourèrent l'usine, dont ils se rendirent maîtres après 4 jours de combat dans les champs ou les grands ensembles des alentours. Le 10 juin, un groupe de gendarmes mobiles repéra quelques jeunes en train de se reposer au bord de la Seine et les chargea. Pour leur échapper, ils n'eurent d'autre issue que de se jeter à l'eau. L'un d'eux, le lycéen Gilles Totin, âgé de 17 ans et militant maoïste, se noya. La reprise ne sera votée dans l'usine que le 17 juin et à 58% seulement.